Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 42e vidéo dédiée à Linux pour les débutants jusqu'au niveau avancé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, devenir membre et accéder aux vidéos sans restriction. Vous pouvez également en parler autour de vous pour m'aider à faire connaître la chaîne, mettre des pouces bleus, commenter, partager sur les réseaux sociaux. Alors on va poursuivre dans cette 42e vidéo. On avait vu les I/O lors de la vidéo précédente, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, on va voir aujourd'hui quelque chose qui est important aussi à voir quand on travaille ce domaine-là, c'est les échelles, on va dire, de stockage qui font référence principalement aux I/O et à la partie stockage strictement, qui jouent un rôle important en matière de performance au niveau du système. On en a déjà un petit peu parlé au niveau des I/O, ça va venir compléter un petit peu les choses. Alors ces différents liens, pourquoi? Parce qu'il y a besoin de beaucoup de schémas. Si je fais des schémas à la main, on va y passer pas mal de temps. Il y a, pour commencer, la pyramide du stockage, on va dire. Je pense qu'il faut être capable de la reproduire manuellement, s'entraîner à le faire de temps en temps. Ça demande de peu de temps et c'est très intéressant, très important de l'avoir en tête. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans cette pyramide du stockage? Finalement tout en haut on a ce qui est le plus facile d'accès et le plus performant pour le CPU et tout en bas ce qui est le plus éloigné du CPU. Alors on va voir qu'il y a différentes, donc là on va dire celle-ci c'est un modèle un petit peu simplifié. Derrière qu'est-ce qu'on retrouve? Tout simplement on va avoir une variation entre des éléments qui vont être à stockage, on va dire entre guillemets éphémère, c'est-à-dire que si on reboot la machine par exemple, on restart la machine, on va perdre les données, qu'elles soient en RAM, en cache ou dans les registres CPU. Par contre si on les stocke sur d'autres éléments comme des disques durs ou du SSD, etc., eh bien on ne va pas forcément perdre la donnée, en tout cas normalement on ne la perd pas. Derrière, il y a aussi un autre aspect, donc premier élément, première brique, c'est l'appartenance ou non, donc vous voyez Direct Access to CPU, c'est l'appartenance ou non au CPU. C'est-à-dire que plus un élément de stockage est proche du CPU, plus bien sûr également il va perdre en latence, en temps d'accès, le CPU va perdre moins de temps d'accès pour accéder à la donnée. Néanmoins, ça veut dire que plus c'est prêt, plus c'est petit, puisqu'un CPU c'est petit également, et plus l'espace qui est proche du CPU est aussi restreint, et derrière, plus ce stockage va coûter cher, parce que du stockage, s'il est en même temps petit, ça va coûter extrêmement cher. Donc, premier niveau, c'est celui qui est vraiment au cœur même du CPU, c'est ce qu'on appelle les registres. Pour les personnes qui font de l'assembleur, c'est quelque chose qui est très naturel de manipuler. Pardon. Mais derrière, donc c'est un élément qui est très important. Alors là on parle de tailles qui sont extrêmement réduites, on est inférieur au méga, et derrière, donc ça veut dire des éléments qu'on va utiliser mais de manière extrêmement temporaire, c'est-à-dire que c'est des données qui vont être chargées, reprises de la RAM, qui vont être chargées juste le temps d'un traitement dans le registre, et une fois que ça va être traité, on va recharger la donnée en RAM, etc., ainsi de suite, on va boucler comme ça pour travailler les choses extrêmement rapidement. Deuxième niveau, c'est les caches CPU, pas les caches applicatifs, les caches CPU. Les caches CPU, il y en a 3 niveaux, donc le level 1, le L1, L2, L3, level 1, 2, 3. À savoir que level 1 et 2 sont les plus performants, 3 est lui moins performant. Et les tailles varient également, c'est-à-dire que le level 1 a une taille plus petite, le level 2 un petit peu plus grosse, et level 3 beaucoup plus grosse. Alors quand on parle de beaucoup plus grosse, ça va jusqu'à quelques dizaines de mégas. L'enjeu est assez crucial sur les tailles alors de registre c'est un peu plus difficile, mais sur les tailles de cache, un CPU, la valeur, la qualité d'un CPU aussi, ça va être, en tout cas en termes d'enjeu, ça va être la taille de son cache, parce que ça joue énormément sur les performances des traitements. Alors ensuite, on retrouve notre fameuse RAM, donc la mémoire principale, la mémoire physique, on verra la mémoire virtuelle. Cette mémoire physique, donc la mémoire RAM, est accessible par le CPU en fonction de cycles au niveau du CPU. On verra ça un petit peu plus tard. On en a déjà parlé un petit peu au niveau de la carte mère et de la partie dans la partie hardware. Et puis ensuite, on a tout ce qui est des éléments qui sont indirectement accessibles pour le CPU. Donc on a parlé du stockage en lui-même, donc SSD, HDD, etc.
Il y a également donc aussi les stockages à travers le réseau, Internet, etc. Et puis il y a aussi, il faut pas oublier, comme source d'information, alors là on parle pas de stockage forcément, mais comme source d'information, on va retrouver par exemple des inputs tels que le clavier, la souris et d'autres médias qui peuvent être par exemple une clé USB. Alors, une autre manière de représenter toujours la même manière de représenter cette pyramide, un petit peu plus simplifiée, mais avec d'autres informations sur le côté. On retrouve ici les échelles, les échelles de taille. Alors je pense qu'ici on ne doit pas être de la bonne taille, mais c'est pas grave. Et la latence d'accès en équivalent de nombre de cycles CPU. Donc là par exemple pour accéder à un registre, c'est un cycle CPU, 1 à 2 cycles CPU. Pour le cache L1, ça va être 2 à 3 cycles, L2, 3 à 5 cycles, 30 à 50 cycles, et vous voyez, plus on s'éloigne, plus ça part vraiment très très loin, avec des facteurs relativement importants, qui peuvent être de l'ordre de 100, donc c'est vraiment des écarts qui sont significatifs quand on passe de l'un à l'autre. Pour ça que l'enjeu est vraiment très très fort sur la partie haute, et si on veut un CPU de qualité, eh bien on va chercher bien sûr la fréquence, mais en même temps on va chercher aussi à améliorer, ou en tout cas avoir une taille de cache relativement significative. Alors le coût on est relativement impacté. On retrouve ici le fonctionnement toujours la même chose, avec la DRAM, on retrouve les registres, les caches L1, L2, L3, L0, je vois pas trop ce qu'il représente, mais voilà. Donc aussi un très très bon article d'ailleurs à relire dans son ensemble, parce que vous voyez qu'on y a à la fois des schémas et en même temps une représentation des CPU. Donc ça c'est assez sympa, ça permet de retrouver les éléments au niveau du CPU, etc. Autre élément d'information, donc on avait parlé lors de la vidéo précédente que le rôle des connectiques était important, notamment quand on a des SSD. Nous on va parler principalement donc de SATA et de NVMe. On en a parlé lors des vidéos sur le hardware, et donc on avait vu lors de la vidéo précédente que le SATA est optimisé, ou en tout cas a été créé principalement pour la lecture de HDD, de disques durs à plateau simple, à plateau, et NVMe lui émerge depuis la création des SSD et est optimisé pour les SSD. Et vous voyez ici donc un ordre d'échelle, c'est-à-dire que en termes de variation d'IOPS, quand on prend quelque chose d'un petit peu similaire, ce qui est important, c'est d'avoir plutôt les ratios en tête, mais quand on a un connectique de type SATA, on est de l'ordre de 60 000 à 100 000 IOPS. Et bien si on passe sur du NVMe, vous voyez qu'on peut multiplier par 2 sans trop de soucis, voire plus quand on passe à des connectiques NVMe. Donc l'enjeu est assez important si on a du SSD, d'avoir du NVMe tout simplement. L'autre élément qui est important, c'est le temps d'accès. Donc comme on disait tout à l'heure, il faut avoir ces échelles de temps en tête. Et par exemple, accéder à du cache L1, vous voyez qu'on se situe à de l'ordre de la nanoseconde, alors que quand on va passer sur de la RAM par exemple, eh bien on va parler en microsecondes. Donc déjà on a un facteur 1000 entre les deux, vous voyez, ce qui est quand même relativement considérable. Si ce n'est qu'en cache, il faut charger les choses auparavant. En RAM, bien sûr, on retrouve aussi ce principe. Derrière, si on passe sur du SSD, vous voyez qu'on retrouve un nouveau facteur 1000. Et il nous faut 1 milliseconde, alors que sur de la RAM, on est à 1 microseconde, et donc à un facteur de 100 000 finalement par rapport à du cache. De la RAM et du cache L1, pardon. Et HDD, vous voyez qu'on retrouve un facteur, alors qui est pas aussi important, mais qui est relativement important. On était à 100 microsecondes, pardon. 100 microsecondes, donc on n'a pas un facteur de 1000, mais un facteur de 100 entre la RAM et le SSD. Et on retrouve ensuite un facteur de 100 également, avec je dis pas de bêtises, oui, de 100 avec le HDD. En gros, à chaque fois, si on doit retenir un petit peu les choses, c'est, on va dire, un facteur 100 entre le cache et la RAM, un facteur 100 entre la RAM et le SSD, un facteur 100 entre le SSD et le HDD, si on veut avoir quelque chose d'ultra simplifié, mais qui permet un petit peu de mémoriser les choses techniquement. Alors, une autre manière de voir les choses, c'est aussi les échelles de temps.
là on en a parlé brièvement, mais aussi comparer les choses. Et voilà, donc on va retrouver par exemple si on avait un cycle CPU, un cycle CPU on considère, alors là on voit qu'on a des variations, tout à l'heure on était à 1 nano, non on n'avait pas tout à l'heure on était au cache L1, on avait 1 nanoseconde, donc ça, on retrouve à peu près ça. Derrière, vous voyez qu'un cycle CPU représente que 0,3 nanosecondes. Donc si on change d'échelle de référentiel plus exactement, si on considère qu'un cycle CPU prenait 1 seconde, ce qui n'est pas le cas puisqu'il prend 0,3 nanosecondes, eh bien le temps d'accès au level 1, finalement au cache L1, eh bien ça serait le temps de compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Donc vous voyez que déjà il y a un laps de temps qui se passe entre un cycle CPU et le cache level 1. Vous voyez qu'entre le level 1 et le level 2, ça fait passer de 6 secondes supplémentaires. Donc vous pouvez compter jusqu'à 6. Le L2 et le L3, vous voyez que là on s'éloigne un petit peu du cœur même du CPU, on se retrouve à 43 secondes. Ensuite, vous voyez que petit à petit, forcément les choses augmentent très nettement. La RAM, on passe à 6 minutes. Donc c'est relativement considérable. Le SSD, on passe à entre 2 et 6 jours, donc c'est juste énorme. Et un disque mécanique, vous voyez, on parle de l'échelle du mois. Et ensuite, si on veut ramener ça à des échanges, par exemple la communication Internet entre San Francisco et New York, c'est 4 ans. Si on veut ramener ça sur un reboot de machine, par exemple, si celui-ci, donc c'est sur de la machine virtuelle, voilà, c'est ça, donc ça dure 4 secondes, là 4 secondes on est déjà plutôt pas mal, mais ça représente 423 ans, et etc. comme ceci. Donc vous voyez que c'est relativement, donc c'est des échelles qu'il faut vraiment avoir en tête, même pour des développeurs, le temps d'accès est quelque chose de primordial, parce que vous pouvez avoir un CPU qui va avoir une fréquence qui est très très importante, mais si la donnée à laquelle vous voulez accéder est 100 fois plus difficile à accéder, en tout cas mais 100 fois plus de temps, bien très rapidement vous perdez mais un temps monstre, un nombre de cycles CPU monstre dedans. Là c'est la même représentation finalement ici, donc avec un petit schéma qui va avec. Pour compléter cet élément-là, je vous invite d'ailleurs à le regarder, le lien est inscrit dedans, mais vous avez la page Wikipédia dédiée aux IOPS, qui est très très intéressante, très très fournie. Vous voyez qu'il y a différents modèles ici, et vous allez retrouver tous les modèles, beaucoup de modèles SSD, pour vous donner un ordre d'idée, on parlait d'IOPS lors de la vidéo précédente, bien là ça va vous donner un ordre d'idée de, déjà d'une part des variations d'IOPS, de la valeur des IOPS par SSD, le type de connectique, les impacts un petit peu justement entre ce chiffre et les connectiques. Donc je trouve ça assez intéressant pour avoir une idée en tête un petit peu et comparer les choses. C'est quelque chose qui est très très important. Vous retrouvez également dedans, on en a brièvement parlé, c'est l'accès séquentiel et l'accès random. L'accès séquentiel, donc vous le voyez, alors il est modélisé ici, voilà, parfait. Donc l'accès séquentiel, c'est quand on va prendre des blocs contigus. Donc finalement, si on devait résumer les choses, c'est-à-dire que par exemple, j'ai un fichier donné, et ce fichier, la manière dont il est stocké sur disque, par exemple, si on prend le disque mécanique, c'est là où les choses sont d'autant plus parlantes, eh bien on va se retrouver avec un accès séquentiel. Donc si on a un fichier réparti sur plusieurs blocs, par exemple 8 blocs dans notre cas de figure, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien si les choses sont vraiment distribuées de manière séquentielle, on va avoir juste besoin de récupérer bloc après bloc qui se suivent les uns des autres. Ça veut dire que si on représente ça sous forme de disque, donc de disque mécanique, on pourrait l'associer même à un disque de musique, les anciens disques de musique, vinyle par exemple, eh bien notre tête de lecture va lire chacun des blocs les uns après les autres sans avoir besoin de changer de ligne, sans avoir besoin de bouger. Et donc le temps d'accès va être extrêmement réduit. Par contre, en mode random, alors là il faut imaginer des blocs répartis sur un disque, mais sur la totalité du disque, en hauteur comme en largeur, eh bien on va se retrouver avec une tête de lecture qui va avoir besoin de bouger beaucoup, et plus elle va avoir besoin de bouger, et plus la latence d'accès aux blocs eux-mêmes va être plus importante. Du coup, on va avoir une perte de temps.
ce qui explique la différence notamment entre les disques mécaniques et les disques physiques, les disques SSD, pardon, les deux étant physiques. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un disque mécanique, lui, déjà, de base, il va être limité d'une part par sa vitesse de rotation, d'autre part par la vitesse de déplacement de sa tête, et en même temps, du coup, il va subir cet effet-là, c'est-à-dire que si les données sont distribuées, il va falloir que, d'une part, il tourne très vite, et en même temps que sa tête de lecture bouge suffisamment pour aller récupérer la donnée. Donc, une latence relativement importante. Sur le SSD, bien sûr, les données sont stockées, on va dire, entre guillemets, à plat et accessibles directement. Donc, du coup, la latence est extrêmement réduite, donc du coup on se retrouve avec un temps d'accès extrêmement réduit, notamment pour tout ce qui est en random access. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.